Nulle comparaison avec nos massifs préalpins calcaires comme les Bauges, aux vastes futaies de hêtres et de sapins, mais où l'épicéa règne en maître. Son tronc élancé, à l'écorce lisse, grise claire, en fait un bois à l'essence raffinée. Payé au cubage du bois qu'il débite, le bûcheron travaille vite, avec précision et délicatesse. À peine l'arbre couché au sol, il se remet à la tâche. Commencent les branchages puis l'équarrissage qui consiste à retirer l'écorce du tronc. L'engin de débardage entre alors en action. Il tire les grumes au plus bas de la coupe afin que les camions puissent les acheminer dans les scieries locales. Le bois, matière première de nos montagnes, utilisé pour la construction des charpentes, la création de meubles ou le façonnage d'ustensiles de cuisine. En 1850, 60 tourneurs des Bauges fabriquaient cette vaisselle qui se colportait aux quatre coins de la Savoie et garnissait les vaisseliers des pauvres gens. Dans la vallée, la population était plus riche et se moquait de cette vaisselle de bois qu'elle appelait par dérision l'argenterie des Bauges. Le nom resta. Cet artisanat fut très prospère, mais il commença à décliner à la fin du siècle dernier. La dernière guerre lui donna un sursaut, car il y eut pénurie d'ustensiles en fer blanc. Le village de la Magne, sur la commune de Saint-François-de-Sales, devint le centre actif de cet artisanat. À l'époque, l'outillage se réduisait au minimum. Un tour à pédale, le tuard, et quelques grattoirs. Jean-Paul Pernet est l'un des derniers descendants de cette tradition. Le beau jus, c'est choisir son bois, celui qu'il aime travailler. Avant de l'attaquer, il doit le faire sécher. Plus le bois est dur, moins il aura tendance à gauchir ou à se fendre lors des brusques écarts de température. Il utilise essentiellement le bois de plane, un bois blanc, sycomore ou érable. Pour le travailler, Jean-Paul a façonné et affûté à sa main les fers. Assiettes, grâles, épaillus, botellons, et surtout ces poches qui servaient à écrémer le lait. Elles font encore l'affaire de Noël et Véronique, alpagistes fromagers de la Bouchasse, sur la montagne de la Sambuie. Ici, la fabrication de la tome au lait de vache et de chèvre écrémé s'effectue entre juin et septembre. C'est le plus ancien fromage fabriqué dans cette province. La traite se fait manuellement, 2 fois par jour.
Le lait, après dosage de la teneur en matière grasse, taux minimal de 40%, est porté à une température de 35 degrés, température qui sera maintenue constante durant toute la fabrication. Noël entame la deuxième phase de la fabrication, l'emprésurage. Le caillage dure une trentaine de minutes. Pendant ce temps, il entrepose les tomes fabriqués quelques jours auparavant dans la cave humide creusée dans le flanc de la montagne. La température y est constante de 9 à 10 degrés. C'est au cours de ce passage en cave qu'il frotte et retourne très régulièrement les fromages, d'abord tous les jours, puis à intervalles de plus en plus espacés pendant 6 semaines. Geste qui a pour but de rabattre les moisissures et de faire disparaître les mucosités qui peuvent provoquer des taches de fermentation indélébiles à long terme. Avec le tranchet, Noël coupe délicatement le caillé en fines granulations de la taille d'un grain de maïs. Arrivé à maturation, il est réchauffé à nouveau et brassé pendant 20 à 30 minutes. Véronique retire le caillé du chaudron et les goutte dans les faisselles, maintenant en plastique, autrefois tournées par les bougies de la Magne. Il fabrique en moyenne 5 à 6 tomes par jour, sachant que 35 litres de lait sont nécessaires pour en faire une. Il reste toujours du caillé dans le fond du chaudron. Grâce à la technique du filet de lin, dont 2 extrémités sont maintenues par les dents et l'autre partie enroulée autour d'une fine baguette souple, Véronique racle le fond du chaudron et récupère tout le caillé. Autrefois, les montagnards conservaient une partie de la crème pour leurs besoins personnels ou pour la fabrication du beurre. Dans le massif de la Chartreuse, chez Clovis à la grainerie, comme chez Gilbert et Ernest au Grand Chenevet, on a toujours travaillé le bois, l'épicéa, pour fabriquer les seilles et les barattes pour battre le beurre. Moi, c'est ma spécialité, c'est la seille. Ben, ça se fabrique avec du bois d'épicéa, tout fendu à la hache, sans clous. Oui. Pas de clous, pas de colle. Avec les cercles, c'est les branches d'épicéa qu'on coupe bien vertes. Il faut que ce soit bien vert, autrement ça casse. Puis après, on les monte. Et puis après, il faut les polir, quoi. Avec des outils qui datent de mon arrière-grand-père. Et les années de bonne vendange, ça se vendait facilement. Et ça faisait un bon revenu. Moi, ça m'a bien servi à élever ma famille. Ben, les barattes, les planches sont bien plus hautes. Et puis, les cercles ne sont pas faits comme ça. Ils sont faits avec du frêne. Ça sert à battre le beurre. Alors, le petit supplément, ça nous permet de faire des petites sorties, quoi. Ça complète un peu la retraite, hein, parce que la retraite agricole, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle n'est pas bien élevée.
ces très beaux objets que sont barates, bennes ou seilles, fabriqués dans ce bois d'épicéa, dont les versants des montagnes qu'il couvre font la splendeur du massif de la Grande Chartreuse. Le bon roi Louis XII la gratifia de plus jolis jardins du tant beau pays de France. Chartreuse, tu es aussi le paradis des fleurs. Œillet sauvage, Digital, Campanule, Sabot de Vénus ou Vulnéraire des Chartreux. Conduits par saint Bruno, les religieux s'établirent dans la région en 1084. Le monastère devint la maison mère de l'ordre carthusien, dont la devise « Stat cruxdum volvitur orbis » signifie « La croix demeure stable, tandis que le monde s'agite ». Le cloître ogival, appelé à juste titre Grand Cloître, orgueil de la Grande Chartreuse, long de 215 mètres, est éclairé de 113 fenêtres. La fenêtre géminée, qui comporte les armoiries de l'ordre, un globe croisé surmonté d'une croix, gravé de 7 étoiles, témoin des 7 premiers disciples. Les dimanches et jours de fête, ils se réunissent au réfectoire, prennent leur repas en commun et en silence, une lecture est faite en latin du haut d'une chaire. Par l'allée du Grand Cloître, les pères s'en viennent à l'église conventuelle, pour la messe et aux offices de matines, vêpres et nonnes. La salle du grand chapitre, où se dresse la statue de saint Bruno, est ornée des portraits des généraux de l'ordre. Les prieurs de toutes les Chartreuses s'y réunissent tous les 2 ans pour le chapitre général. Les discours se font en latin. Plusieurs fois incendiée, la bibliothèque renferme 60 000 volumes, l'une des plus grandes et rares bibliothèques privées. Nombreux livres de liturgie et de théologie, mais aussi des ouvrages de botanique. Les Chartreux étaient connus dans l'Europe entière pour leur herboristerie. Livres scientifiques, mathématiques, physique, biologie, géologie, ainsi que de nombreux romans. L'architecture du monastère, et plus particulièrement celle des cellules des pères, qui a inspiré le massif tout entier. Architecture carthusienne ou maison à 4 pans. L'une d'entre elles se situe à Saint-Hilaire-du-Touvet, sur le plateau des Petites Roches, au pied de la Dent de Crôle, et date de 1782. Gravissons ces quelques marches. Poussons la porte d'entrée. Traversons le vestibule et allons à la cuisine faire connaissance avec son occupante. Tout le monde dans le pays l'appelle Tante Alice, qui encore par passion file la laine au rouet. Rouet actionné par une pédale qui fait tourner une grande roue, elle-même entraînant une quenouille mécanique qui enroule la laine filée sur une bobine.
Ce qu'il est frappant de constater, c'est le contraste qu'il existe entre l'une des plus vieilles maisons du pays et son habitante, qui presque hors du temps file la laine au rouet, et Saint-Hilaire-du-Touvet, devenue l'une des capitales du vol libre. Nos pensées s'égarent dans quelques-unes des pages du destin dauphinois. Châteaux et gentilhommières jalonnent cette grande voie de pénétration où le chevalier Bayard fit ses premières armes. C'est le Grésivaudan. De quel pinceau de maître naquit la chaîne de Beldonne, qui s'étire sur une cinquantaine de kilomètres le long du cours de l'Isère. Avec ses crêtes cristallines régulièrement dentelées, elle est l'image de la haute montagne, révélée au premier regard enfantin, dont le grand pic culmine à 2978 mètres d'altitude. Toutes ces fleurs de vallée alpestre, les gros boutons d'or, les trolles, les épilobes, et les digitales.